Une semaine exceptionnelle pour commencer l'année en votre compagnie, chers auditeurs. Une semaine avec Albert Camus pour invité unique. Car à l'occasion du 50e anniversaire de sa mort, les Nouveaux Chemins de la Connaissance se proposent de rediffuser pour vous une série d'archives montées et mises en situation à l'été 2006 avec Marie-France Thivaud, à l'occasion d'une grande traversée de la pensée d'Albert Camus, intitulée à l'époque « La pensée de midi ». Une rediffusion donc, à l'exception de demain, mardi, où vous entendrez une émission inédite sur Caligula, la pièce de Camus, dont le philosophe Michel Herman viendra vous parler. Mercredi, c'est toujours de théâtre qu'il sera question. Jeudi, Camus vous parlera de l'Algérie et vendredi, de son rapport à la littérature. On ne saurait tout dire de cet être singulier, inclassable don Juan romancier, philosophe, prix Nobel à contre-cœur, gardien de but, moraliste, dramaturge ou encore grand journaliste. Reste que Camus était aimable et qu'il était exemplaire, et que ce sont ces qualités-là que nous essaierons de mettre en évidence toute la semaine. Car à ceux qui cherchent un sens à la vie, Camus répond qu'on ne sort pas du ciel qui nous contient. À ceux qui se désolent de l'absurde, Camus raconte que le monde est beau. Aux idéologues, Camus démontre qu'il faut aimer les hommes avant les idées. Aux partisans de la haine, il décrit la gratitude. Aux révolutionnaires qui s'endorment tranquilles sur l'oreiller des contestations incontestables, Camus enseigne que la véritable exigence est le contraire de la radicalité. À l'inverse de ceux dont le goût de l'absolu s'épanouit dans l'inefficacité pratique, les héros de Camus, eux, ne baissent jamais les bras, dans un combat qu'ils savent pourtant perdu d'avance. Car c'est dans la révolte elle-même que Camus cherche la mesure. C'est par elle qu'il veut empêcher que, selon ses propres termes, le monde ne se défasse. Bref, c'est au nom du courage que Camus se méfie des enragés. C'est dire combien cet homme était admirable, et qu'il est normal à ce titre que les iconoclastes professionnels le méprisent un peu. Camus ne jouait pas le jeu. Or, ceux qui font profession d'anticonformisme détestent en général les vrais esprits libres. C'est dire aussi que peu de paroles sont aussi utiles que l'antisystème solaire de Camus. Peu d'exemples plus instructifs que la vie de ce penseur à jamais trentenaire. Ce gamin d'Alger, tubar et prix Nobel. Ce penseur de midi, penseur à la fois de l'ombre la plus courte et de l'exigence éthique la plus élevée. Ce philosophe sans agrégation à qui l'histoire des idées, trop snob peut-être, ne pardonne pas d'avoir une fois pour toutes eu raison contre le grand petit Sartre. C'est dire enfin que la grandeur de Camus ne tient pas seulement à ses œuvres, mais aussi, et surtout peut-être, au bel exemple de sa vie, à cette trajectoire magnifique, achevée trop tôt par l'accident le plus bête du monde, sur la route de Villeblevin. Alors entrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Automne 1957, Albert Camus est alors franchement déprimé au sortir d'un été stérile et décevant. Dans une lettre du 17 septembre à son ami René Char, l'écrivain confesse même son envie de disparaître. Et c'est dans ce contexte que, tel un cadeau empoisonné, le comité Nobel croit bien faire en lui décernant son prix. Nous sommes le 16 octobre. Camus est à table chez Marius, rue des Fossés-Saint-Bernard, avec Patricia Blake, quand un chasseur vient lui annoncer la mauvaise nouvelle « Vous avez le prix Nobel ». Quoi de pire qu'un tel mausolée quand on n'arrive plus à écrire ? Il aurait dû aller à Malraux, répète inlassablement Camus, pâle comme un linge, avisé que ses adversaires disposent avec ce tombeau d'une arme fatale désormais pour enterrer son œuvre. Les méchants ne s'y trompèrent pas, de Jacques Laurent à Roger Stéphane, c'est-à-dire de l'extrême droite à l'extrême gauche, les ayatollahs de l'époque déclarent la fin de son œuvre, raillent son humanisme suranné et la sclérose précoce de son talent. Pourtant ses amis l'encensent, comme vous allez l'entendre, et Camus donne le change, serre la main de l'ambassadeur et boit de l'aquavit chez Gallimard le 17 octobre, lors de la réception qui est organisée en son honneur, mais qu'on ne s'y trompe pas. C'est au sommet de sa gloire que l'auteur du malentendu toucha le fond. Quand on aime la vérité, on se méfie des compliments. Cher Monsieur Camus, je vous apporte la bonne nouvelle. L'Académie suédoise vous a en effet aujourd'hui, à sa session de cet après-midi, décerné le prix Nobel de littérature pour, et je cite textuellement le message de l'Académie, votre importante œuvre littéraire qui met en lumière avec un sérieux pénétrant les problèmes qui se posent de nos jours à la conscience des hommes. Vous êtes le 9e Français à recevoir cette haute récompense. Je suis heureux de constater que la France distance ainsi de loin dans cette grande compétition internationale de génie littéraire tous les autres pays.
Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur, et je vous prie de transmettre à l'Académie suédoise mes remerciements, particulièrement au nom de mon pays et surtout les remerciements d'un écrivain français d'Algérie. Eh bien, au moment où nous vous parlons, nous sommes persuadés que le téléphone d'Albert Camus est décroché. Il ne pourrait plus répondre à tous les messages de félicitations. Il doit recevoir des lettres, il doit recevoir des télégrammes. Mais les réactions d'Algérie doivent être lui être très sensibles, bien sûr, à son cœur d'enfant de l'Algérie, puisqu'il est né dans le Constantinois. Et nous allons tout de suite écouter ces réactions en nous mettant en communication directe avec notre rédaction d'Alger. À vous, Alger. À Paris, ici, Alger. La nouvelle de l'attribution du prix Nobel de littérature à Albert Camus a provoqué ce matin à Alger des réactions les plus diverses, d'une part en raison même de la présentation au conditionnel des manchettes de presse, et d'autre part en raison des controverses toujours très vives qui s'instaurent autour de l'œuvre et des prises de position politiques de l'auteur du Malentendu, de La Peste, de L'étranger, de L'homme révolté et de L'été. Je voudrais simplement ajouter qu'une petite visite m'a permis de voir tout à l'heure dans ce petit appartement du 93 de la rue de Lyon à Bellecour, Madame Camus. Je ne dirais combien sa mère était surprise, ne comprenant pas encore la signification de cet hommage rendu à l'œuvre de Camus. Très simplement, sur la table quotidienne, elle repassait une chemise. Elle jetait un regard sur la photo d'Albert en disant « Vraiment, je n'aurais jamais cru que ce petit pût aller si loin. Il a fait tout ce qu'il a écrit et il m'a donné 2 petits-enfants. Ici Alger, à vous Paris. » Camus se méfiait de la reconnaissance et n'aimait pas l'argent, or le voici étiqueté comme humaniste, riche à millions et en première page du New York Times. Camus, à l'époque, n'arrivait plus à écrire une ligne pour lui-même, et le voici contraint de répondre aux lettres qui lui parviennent du monde entier. L'histoire raconte même qu'on dut embaucher pour cette tâche une dactylo supplémentaire pendant 4 mois. Camus n'aimait rien autant que la solitude de l'écrivain et la bonne compagnie des pensées intimes. Or, il aura désormais, c'est lui qui le dit, toujours des gens pour regarder par-dessus son épaule. Et puis Camus aimait le football et la nudité des corps dans l'eau, or le voici bien habillé à déjeuner puis à dîner à l'ambassade, contraint de porter des décorations sur le col de son vêtement. Enfin Camus aimait le sud et le voici en Suède. Il adorait les amis, le soleil et l'été, le voici flanqué d'un attaché du ministère, ballotté entre les obligations officielles dans un pays où, en automne, la nuit tombe à 15 heures. Dans ce désastre glorieux, sa seule consolation était de se dire qu'en smoking, il ressemblait encore plus à Humphrey Bogart. C'est dans ce contexte, bizarre donc, qu'il tient le discours que vous allez entendre, le fameux discours de Stockholm, où perce, sous l'enveloppe des convenances et l'attitude officielle, la mélancolie profonde d'un homme étranger partout, qui n'est riche selon ses propres termes que de ses doutes. Sire, Madame, Altesse royale, Mesdames, Messieurs, en recevant la distinction dont votre libre académie a bien voulu m'honorer, ma gratitude était d'autant plus profonde que je mesurais à quel point cette récompense dépassait mes mérites personnels. Tout homme et, à plus forte raison, tout artiste désire être reconnu. Je le désire aussi. Mais il ne m'a pas été possible d'apprendre votre décision sans comparer son retentissement à ce que je suis réellement. Comment un homme presque jeune, riche de ses seuls doutes et d'une œuvre encore en chantier, habitué à vivre dans la solitude du travail ou dans les retraites de l'amitié, n'aurait-il pas appris avec une sorte de panique un arrêt qui le portait d'un coup seul et réduit à lui-même au centre d'une lumière crue? De quel cœur aussi pouvait-il recevoir cet honneur à l'heure où en Europe d'autres écrivains, et parmi les plus grands, sont réduits au silence, et dans le temps même où sa terre natale connaît un malheur incessant? J'ai connu ce désarroi et ce trouble intérieur. Pour retrouver la paix, il m'a fallu en somme me mettre en règle avec un sort trop généreux. Et puisque je ne pouvais m'égaler à lui
en m'appuyant sur mes seuls mérites, je n'ai rien trouvé d'autre pour m'aider que ce qui m'a soutenu tout au long de ma vie et dans les circonstances les plus contraires, je veux dire l'idée que je me fais de mon art et du rôle de l'écrivain. Permettez seulement que dans un sentiment de reconnaissance et d'amitié, je vous dise aussi simplement que je le pourrais, quelle est cette idée. Je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas se séparer. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui souvent a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent, apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne régnera plus le juge, mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel. Le rôle de l'écrivain, du même coup, ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon, le voici seul et privé de son art. Toutes les armées de la tyrannie, avec leurs millions d'hommes, ne l'enlèveront pas à la solitude, même et surtout s'ils consentent à prendre leur pas. Mais le silence d'un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l'autre bout du monde, suffit à retirer l'écrivain de l'exil, chaque fois du moins qu'il parvient, au milieu des privilèges de la liberté, à ne pas oublier ce silence et à le relayer pour le faire retentir par les moyens de l'art. Aucun de nous n'est assez grand pour une pareille vocation. Mais dans toutes les circonstances de sa vie, obscure ou provisoirement célèbre, jeté dans les fers de la tyrannie ou libre pour un temps de s'exprimer, l'écrivain peut retrouver le sentiment d'une communauté vivante qui le justifiera à la seule condition qu'il accepte autant qu'il peut les deux charges qui font la grandeur de son métier, le service de la vérité et celui de la liberté. Puisque sa vocation est de réunir le plus grand nombre d'hommes possible, elle ne peut s'accommoder du mensonge et de la servitude qui, là où ils règnent, font proliférer les solitudes. Quelles que soient nos infirmités personnelles, la noblesse de notre métier s'enracinera toujours dans deux engagements difficiles à maintenir, le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression. Pendant plus de 20 ans d'une histoire démentielle, perdue sans secours, comme tous les hommes de mon âge dans les convulsions du temps, j'ai été soutenu ainsi par le sentiment obscur qu'écrire était aujourd'hui un honneur, parce que cet acte obligeait et obligé à ne pas écrire seulement. Il m'obligeait particulièrement à porter, tel que j'étais et selon mes forces, avec tous ceux qui vivaient la même histoire, le malheur et l'espérance que nous partagions. Ces hommes, nés au début de la Première Guerre mondiale, qui ont eu 20 ans
au moment où s'installait à la fois le pouvoir hitlérien et les premiers procès révolutionnaires, qui furent confrontés ensuite pour parfaire leur éducation à la guerre d'Espagne, à la Deuxième Guerre mondiale, à l'univers concentrationnaire, à l'Europe de la torture et des prisons, doivent aujourd'hui élever leurs fils et leurs œuvres dans un monde menacé de destruction nucléaire. Personne, je suppose, ne peut leur demander d'être optimistes. Et je suis même d'avis que nous devons comprendre, sans cesser de lutter contre eux, l'erreur de ceux qui, par une surenchère de désespoir, ont revendiqué le droit au déshonneur et se sont rués dans les nihilismes de l'époque. Mais il reste que la plupart d'entre nous, dans mon pays et en Europe, ont refusé ce nihilisme et se sont mis à la recherche d'une légitimité. Il leur a fallu se forger un art de vivre par tant de catastrophes pour naître une seconde fois et lutter ensuite à visage découvert contre l'instinct de mort à l'œuvre dans notre histoire. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d'une histoire corrompue, où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression, cette génération a dû en elle-même et autour d'elle restaurer, à partir de ces seules négations, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Devant un monde menacé de désintégration, elle sait qu'elle devrait, dans une sorte de course folle contre la montre, restaurer entre les nations une paix qui ne soit pas celle de la servitude, réconcilier à nouveau travail et culture et refaire avec tous les hommes une arche d'alliance. Il n'est pas sûr qu'elle puisse jamais accomplir cette tâche immense, mais il est sûr que partout dans le monde, elle tient déjà son double pari de vérité et de liberté et, à l'occasion, sait mourir sans haine pour lui. C'est elle qui mérite d'être saluée et encouragée partout où elle se trouve et surtout là où elle se sacrifie. Et c'est sur elle, en tout cas, que certains de votre accord profond, je voudrais reporter l'honneur que vous venez de me faire. Du même coup, après avoir dit la noblesse du métier d'écrire, j'aurais remis l'écrivain à sa vraie place, n'ayant d'autre titre que ceux qu'il partage avec ses compagnons de lutte, vulnérable mais entêté, injuste et passionné de justice, construisant son œuvre sans honte ni orgueil à la vue de tous, sans cesse partagé entre la douleur et la beauté, et voué enfin à tirer de son être double les créations qu'il essaie obstinément d'édifier dans le mouvement destructeur de l'histoire. Qui, après cela, pourrait attendre de lui des solutions toutes faites et de belle morale? La vérité est mystérieuse, fuyante, toujours à conquérir. La liberté est dangereuse, dure à vivre autant qu'exaltante. Nous devons marcher vers ces deux buts, péniblement, mais résolument, certains d'avance de nos défaillances sur un si long chemin. Quel écrivain, dès lors, oserait, dans la bonne conscience, se faire prêcheur de vertu? Quant à moi, il me faut dire que je ne suis rien de tout cela. Je n'ai jamais pu renoncer à la lumière, au bonheur d'être, à la vie libre où j'ai grandi. Mais bien que cette nostalgie explique beaucoup de mes erreurs et de mes fautes, elle m'a aidé sans doute à mieux comprendre mon métier. Elle m'aide encore à me tenir aveuglément auprès de tous ces hommes silencieux qui ne supportent dans le monde la vie qui leur est faite que par le souvenir et le retour de bref et libre bonheur. Ramener ainsi à ce que je suis réellement, à mes limites, à mes dettes
comme à ma foi difficile, je me sens plus libre de vous montrer, pour finir, l'étendue et la générosité de la distinction que vous venez de m'accorder. Plus libre de vous dire aussi que je voudrais la recevoir avec votre permission comme un hommage rendu à tous ceux qui, partageant le même combat, n'en ont reçu aucun privilège, mais ont connu au contraire malheur et persécution. Il me restera alors à vous en remercier du fond du cœur et à vous faire publiquement, en témoignage personnel de gratitude, la même et ancienne promesse de fidélité que chaque artiste vrai, chaque jour, se fait à lui-même dans le silence. Bon, heureusement, le soir du discours, Camus, à ce qu'on raconte, dansa tard dans la nuit le cha-cha-cha avec la crème des étudiants suédois. Et 2 jours plus tard, le 12 décembre, lors d'une rencontre à l'université, répondant aux interjections un peu haineuses d'un jeune militant algérien qui l'accusait de parler de l'Europe de l'Est, mais jamais de l'Algérie, après avoir rappelé à son auditoire qu'il avait été le seul journaliste français obligé de quitter l'Algérie pour avoir défendu les droits des musulmans, Camus, épuisé, déclara « J'ai toujours condamné la terreur, je dois condamner aussi un terrorisme qui s'exerce aveuglément et qui un jour peut frapper ma mère ou ma famille. Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice. » Cette phrase, qu'on lui a tant reprochée, prouve avant toute chose que Camus était trop sensible, c'est-à-dire trop intelligent, pour prendre parti. Et c'est ce qui donne en un sens toute sa saveur à la conférence de presse qu'il avait tenue peu avant le discours de Stockholm, juste à son arrivée, conférence de presse que vous allez entendre maintenant et dans laquelle l'homme déchiré raconte debout la nécessité de concilier la solitude et la solidarité. Si vous permettez, je vais parler debout sans que vous vous dérangiez parce que je n'aime pas être assis. Alors je vous écoute. Monsieur Camus, peux-je vous expliquer votre point de vue sur l'engagement de l'écrivain dans notre temps? Monsieur, je dois faire une conférence à Uppsala sur ce sujet exact. Est-il utile que je la résume? Oui. Alors je la résumerai en une formule, puisque ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est beaucoup plutôt dire des choses brèves et qui seront développées par la suite. Alors je vous donnerai une formule de cette conférence, c'est que je ne crois pas que l'engagement de l'écrivain ressemble à un engagement volontaire, mais plutôt au service militaire obligatoire. Monsieur Camus, lequel de vos personnages regardez-vous comme celui qui parle le plus directement, plus ouvertement avec la voix d'Albert Camus? Vous savez, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, parce que j'ai toujours pensé que tous les personnages d'un écrivain représentaient une de ses tentations. Pour moi, un écrivain, c'est une vitalité. Quand je dis écrivain, c'est parce que je suis écrivain. Je devrais dire un artiste, c'est une vitalité. L'écrivain, par conséquent, en est une. Une vitalité, c'est évidemment une force de vie multiforme qui peut prendre plusieurs pentes, qui est tentée par tout. Eh bien, je ne peux pas vous dire lequel de mes personnages peut être considéré comme un de mes porte-paroles. J'ai l'impression que je les suis tous, même ceux qui peuvent paraître moins sympathiques que les autres. Voilà. Monsieur Camus, vous disiez que tous vos personnages représentaient une tentation de l'artiste. Pourtant, si vous regardez votre œuvre depuis le début, est-ce que vous pourriez dire que vous réécririez exactement, par exemple, le mythe de Sisyphe comme vous l'avez pensé? Ou est-ce que ce mythe de Sisyphe, par exemple, représentait un aspect de votre pensée, aspect individuel, et est-ce que votre pensée s'est développée après? Parce qu'il n'y a rien à faire. Je me demande si, malgré ce que vous venez de dire, un personnage comme le docteur Rieux ne représente pas plus votre pensée intime que l'étranger, ou même peut-être que le héros de la chute. Que le héros de la chute, certainement, n'est-ce pas? Mais vous avez raison, j'aurais dû ajouter simplement à ce que j'ai dit la précision suivante, que les personnages d'un écrivain représentent ses tentations à un moment donné. Naturellement, les tentations changent, comme vous savez, avec l'âge. Ceci dit, il y a peut-être des personnages pour qui j'ai plus d'affection de cœur, si vous voulez. Ce ne sont pas toujours ceux qui me ressemblent le plus.
ce sont ceux auxquels je voudrais le plus ressembler. La nuance est sensible, n'est-ce pas? Monsieur Camus, en ce qui concerne l'avenir de l'humanité, vous vous considérez comme un optimiste ou un pessimiste? Ces mots n'ont pas grand sens pour moi parce que je ne pense pas qu'on puisse me demander d'être un optimiste au sens où on l'était, par exemple, lorsque Ernest Renan écrivait L'avenir de la science, c'est-à-dire, je crois, en 1848. Renan pensait que le monde marchait vers des délices renouvelées par des actions sans cesse répétées. Eh bien, je crois que pas un d'entre vous, mesdames ni messieurs, n'est optimiste aujourd'hui dans cette salle, sur ce plan-là. Ceci dit, je ne crois pas que, parce que le monde semble, ou en tout cas risque, une déflagration générale et une destruction générale, cela puisse ôter de nos décision d'agir ou de notre recherche de valeurs qui nous permettent de vivre plus librement et plus dignement. Et en ce sens, c'est peu de dire que je suis optimiste. Je suis un optimiste indéracinable. Monsieur Camus, il y a quelques temps, vous vous êtes retiré de l'UNESCO à cause de l'admission de l'Espagne. C'est exact. Vous pensez sur la culture en Espagne? Oui, j'ai trouvé contradictoire que une organisation basée sur la liberté de l'esprit accepte l'adhésion d'un pays qui censurait les productions et les publications de cette organisation elle-même sur son territoire. Mon goût de la logique a été choqué par ça, n'est-ce pas? Alors j'ai réagi de cette manière. Monsieur Camus, dans votre discours à l'honneur de Madariaga, vous avez exalté la liberté, vous avez parlé du Parti de la liberté, les libéraux, qui était votre parti. Quelle est votre position en général sur le point de vue, sur la politique? Eh bien, c'est la position d'un solitaire, n'est-ce pas? Je n'appartiens à aucun parti, sauf exception. J'ai peu de rapport avec les milieux officiels. Et par conséquent, je me borne à poursuivre une réflexion personnelle dont je sais d'avance toutes les limites. Ceci dit, après 20 ans d'une expérience où je crois n'avoir refusé aucun des drames de l'époque, j'en suis venu à cette idée que la liberté était le plus haut et le plus sûr des biens. Non pas parce que cette valeur suffisait à créer les sociétés, mais parce qu'elle permettait de les améliorer. Tandis que j'ai toujours pensé que la tyrannie ne le permettait pas. J'ai dit d'ailleurs, peu de temps avant de venir ici, dans la seule interview que j'ai donnée en France, j'ai dit qu'il arrivait qu'on soit obligé de combattre un mensonge total au nom d'un quart de vérité, mais qu'en ce qui concernait l'Occident, ce quart de vérité s'appelait la liberté, et en conséquence, elle était la source d'une vérité plus grande que nous espérons tous, et en tout cas qui dépend de nous. Je ne sais pas comment on peut définir politiquement cette position, mais je la définirai dans ces termes, n'est-ce pas? Une autre question, la religion. Ben, j'ai lu on m'a traduit ce matin dans la presse suédoise, n'est-ce pas, que j'avais dit que je ne capitulerais pas de... je peux vous faire la réponse exacte que j'ai faite à votre confrère qui m'a demandé si j'allais me convertir. J'ai dit non. C'est tout. Mais comment expliquez-vous ça? Mais naturellement, étant un vieux journaliste, moi-même, je sais qu'il faut meubler, comme nous disons dans le métier. Comment expliquez-vous ce fait? C'est curieux qu'en France même, je crois, et en tout cas en Suède, on ait publié plusieurs articles en se basant sur je ne sais quelle atmosphère. On prétendait que vous étiez en train d'évoluer vers le catholicisme. Ouais. Vous ne pas comprendre l'affirmation, mais comment l'expliquez-vous? Je crois que ça s'explique très bien, en ce sens qu'on m'a longtemps confondu, un peu par ma faute d'ailleurs, avec tout un mouvement de pensée qui était athée et matérialiste. Or, il m'est arrivé d'écrire des choses qui correspondent à ma conviction profonde, à savoir qu'il y avait dans l'homme une part de mystère. Eh bien, dans la société d'aujourd'hui,
ça suffit. Et ceci dit, je crois aussi qu'un de mes derniers livres, ayant parlé avec chaleur de la personne du Christ, je dis de la personne du Christ, n'est-ce pas, peut-être que... Mais je ne vois pas pourquoi je n'avouerai pas à la fois l'émotion et le sentiment extrêmement profond que je me sens devant l'histoire personnelle du Christ et devant son enseignement, n'est-ce pas? Et je crains malheureusement dans certains milieux, en Europe en particulier, dans certains milieux qu'on dit de gauche, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, l'aveu d'une ignorance ou l'aveu d'une limite à la connaissance de l'homme, le respect du sacré, n'est-ce pas, paraissent comme des faiblesses. Si ce sont des faiblesses, je les assume avec force, n'est-ce pas? Vous avez dit, je crois qu'il faut juger une doctrine d'après ses sommets et non pas d'après ses sous-produits. Oui, je l'ai dit pour réagir contre une tendance au dénigrement, dont je trouve qu'il est trop facile de critiquer le christianisme en partant de la personne de faux chrétiens ou de pharisiens. Il me semble que si on doit aborder le problème, la doctrine chrétienne, il vaut mieux s'adresser à Saint-Augustin et à Pascal. Ne croyez-vous pas, monsieur, que les idées que vous attribuez, votre prétendu rapprochement avec les catholiques, ne seraient pas dues à votre interprétation du problème du mal? Ah, c'est très possible, mais vous savez, d'ailleurs, je dois dire que c'est la première fois que je vois donner une telle importance à ce problème. Il vaudrait mieux que je fasse peut-être une confession publique, comme dans certaines religions, et ça sera tout simple, n'est-ce pas? Je n'ai que vénération et respect devant la personne du Christ et devant son histoire. Je ne crois pas à sa résurrection. Ceci dit, on a longtemps pensé que j'étais aussi... Par exemple, les philosophes communistes disent que je suis un philosophe réactionnaire. Les philosophes réactionnaires disent que je suis un philosophe communiste. Les athées me trouvent très chrétien. Les chrétiens déplorent mon athéisme, n'est-ce pas? Et ça va même plus loin, parce que certains sectaires me reprochent de signer trop de manifestes, et quelques autres me reprochent de n'en pas signer assez. Si bien que je suis un peu perdu au milieu de ces demandes contradictoires, et j'ai décidé de continuer à être ce que je pouvais être et comme je pouvais l'être. Monsieur Camus, vous avez été une fois un membre du mondialisme. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les États-Unis du monde auront une chance? Si nous arrivions, n'est-ce pas, à faire les États-Unis d'Europe, vous auriez devant vous un homme heureux. Mais quant aux États-Unis du monde, je trouve que c'est une limite que nous pouvons nous fixer dans l'avenir et dans l'idéal. À franchement parler, cette limite me paraît utopique à l'heure actuelle. Je ne vois pas comment nous arriverions à concilier les points de vue de M. Khrouchtchev et de M. Eisenhower. Pour le moment, n'est-ce pas? Ça va s'arranger sûrement. Dans la mesure où la chose est possible à un artiste et à vous-même, avez-vous conscience de vous rattacher à une certaine tradition littéraire française d'une part, ou d'autre part, parmi les écrivains contemporains? Y en a-t-il en France avec lesquels vous sentiez une fraternité d'âme? Je ne parle pas du point de vue artistique, je parle de l'attitude humaine. Oui. Je réponds à votre première question. J'ai le sentiment profond de me rattacher, avec naturellement mes limites, à la tradition classique française. Et la chose est si forte en moi que j'ai le sentiment, quand je sens, si vous voulez, mes racines, n'est-ce pas, de sauter 2 siècles en arrière. C'est-à-dire que je me sens beaucoup plus près d'hommes comme, disons, La Bruyère et Pascal, toute proportion gardée, et je ne les nomme que pour situer une tradition, que, disons, de Lamartine ou de Victor Hugo, n'est-ce pas? Voilà. Quant à votre deuxième question, il m'est facile d'y répondre. Oui, il y a beaucoup d'hommes en France avec qui je me sens une fraternité profonde. Je citerai simplement 2 noms. J'en aurais beaucoup à citer.
Je citerai simplement deux noms car ils sont significatifs pour moi. L'un est d'une personne morte. Je veux parler de Simone Weil. Mais il arrive qu'on se sente aussi près d'un esprit disparu que d'un esprit vivant. L'autre est notre plus grand poète français, selon moi, je veux dire René Char, qui est pour moi non seulement un poète, un grand poète et un écrivain d'immense talent, mais qui est pour moi littéralement comme un frère. Malheureusement, la poésie ne se traduit pas et je ne sais pas dans quelle mesure vous pourriez le faire, mais c'est une chose qui me paraît souhaitable car cette œuvre est parmi les plus grandes, vraiment les plus grandes que la littérature française ait produite. Depuis Apollinaire, en tout cas, il n'y a pas eu dans la poésie française une révolution comparable à celle qu'a accomplie René Char. Quant à l'homme, je ne pourrais en parler qu'avec une partialité que je ne veux pas montrer devant vous. En tout cas, il est au-dessus de tout éloge. Et quelles sont les relations maintenant avec votre ex-frère Jean-Paul Sartre? Ce sont d'excellentes relations, monsieur, puisque les meilleures relations sont celles où l'on ne se voit pas. Ceci dit, on a beaucoup exagéré en France d'ailleurs, et peut-être aussi à l'étranger, le différend qui nous a opposés. C'était un différend surtout idéologique qui nous a permis à l'un et à l'autre d'affirmer des positions qui sont naturellement, selon moi, également respectables, n'est-ce pas, mais parfaitement opposées. Mais l'attitude, pour terminer cette question, envers Malraux, n'y a-t-il pas malgré tout, malgré l'immense génie de Malraux, une certaine apportée, un certain aspect conquérant, même dans la fraternité humaine de Malraux, qui se distingue de votre attitude à vous? Pourriez-vous la faire vôtre, telle qu'elle est, telle qu'elle s'exprime dans la... Certainement pas, mais il n'y a pas d'intérêt à ce qu'une littérature s'uniformise. Malraux a traité des grands thèmes et qui ont été des thèmes vivants pour toute notre génération, et toujours vivants, avec son lyrisme intérieur et son goût d'une aventure spirituelle extrêmement élevée, extrêmement pathétique. Et personnellement, j'avoue que, bien que ça ne corresponde pas à ma nature, ce qui est évident, je n'ai qu'admiration et affection pour une œuvre comme celle-là. Et ceci dit, je me permets de vous le rappeler, bien que ça n'ait rien à voir avec l'œuvre elle-même. L'homme, en tant qu'homme, je veux dire, a tout de même quelque chose d'assez admirable, n'est-ce pas? Il ne s'est pas borné à prêcher certaines valeurs, il a payé pour elles. Dans l'univers des livres, cette attitude mérite le coup de chapeau, n'est-ce pas? En tout cas, c'est le coup de chapeau que je suis heureux de lui donner publiquement devant vous. Après la mésaventure lucrative du Nobel, Camus choisit la retraite et la seule compagnie de ses amis, en particulier les républicains espagnols qui, eux, l'avaient toujours soutenu dans les moments difficiles. C'est ainsi que, le 22 janvier 1958, il accepte l'invitation de l'Association des amitiés méditerranéennes et des organisations espagnoles et qu'il se fend littéralement d'un discours magnifique où se trouve résumée la nécessaire difficulté d'être seul de son camp dans ces années de plomb, de garder à la fois la tête froide et le sens de la révolte, le goût de la solitude et l'amour du genre humain. Comme tous les esprits libres, Camus n'avait pas besoin de chapelle. Et c'est donc dans l'Espagne de l'exil que l'homme déchiré, l'écrivain français d'Algérie, comme il dit, retrouve tout naturellement sa patrie. Bien que j'ai décidé de faire maintenant une retraite, j'ai tenu en tout cas à accepter votre invitation. Vous savez pourquoi. D'abord, parce qu'il y a parmi vous des hommes de mon sang, à qui je n'ai jamais rien pu refuser. Ensuite, parce que je savais de quel cœur ces hommes m'accueilleraient. Et enfin, parce que ces hommes, et c'est ce que je voulais vous dire ce soir, sont ceux qui m'ont soutenu dans les moments découragés d'un métier souvent difficile. Oui, ce métier est difficile. Je voudrais vous en parler librement et ce me sera facile. À l'étape où je suis de mon expérience, je n'ai rien à épargner, ni parti, ni Église, ni aucun des conformismes dont notre société meurt, rien que la vérité dans la mesure où je la connais.
J'ai lu ces temps-ci que j'étais un solitaire. Peut-être. Mais en même temps que des millions d'hommes qui sont mes frères et dont j'ai pris le pas. J'essaie en tout cas, solitaire ou non, de faire mon métier. Et si je le trouve parfois dur, c'est qu'il s'exerce principalement dans l'assez affreuse société intellectuelle où nous vivons, où l'on se fait un point d'honneur de la déloyauté, où le réflexe a remplacé la réflexion, où l'on pense à coups de slogan, comme le chien de Pavlov salivait à coups de cloche, et où la méchanceté essaie trop souvent de se faire passer pour l'intelligence. Si l'écrivain tient à lire et à écouter ce qui se dit ou ce qui s'écrit, il ne sait plus alors à quel saint se vouer. Une certaine droite lui reproche de signer trop de manifestes. La gauche, la nouvelle du moins, et moi je suis de l'ancienne. La gauche, donc, lui reprochera de n'en pas signer assez. La droite lui reproche d'être un humanitaire fumeux. La gauche lui reproche d'être un aristocrate. La droite l'accuse d'écrire trop mal et la gauche lui reproche d'écrire trop bien. Restez un artiste ou ayez honte de l'être, parlez ou taisez-vous et de toute manière, vous serez condamné. Que faire d'autre alors, sinon se fier à son étoile et continuer avec entêtement la marche aveugle, hésitante, qui est celle de tout artiste et qui le justifie quand même, à la seule condition qu'il se fasse une idée juste à la fois de la grandeur de son métier et de son infirmité personnelle. Cela revient souvent à mécontenter tout le monde. Pourtant, bien que je sente cruellement la déchéance de cette société, je ne m'en sépare pas et je me comprends aussi dans l'accusation. Mais du moins, je refuse d'ajouter à ses faiblesses. Je ne suis pas de ces chrétiens qui courent mettre le feu à l'Église pour la seule satisfaction d'avoir fait ce beau travail avant les matérialistes. Je ne suis pas de ces amants de la liberté qui veulent la parer de chaînes redoublées, ni de ces serviteurs de la justice qui pensent qu'on ne sert bien la justice qu'en vouant plusieurs générations à l'injustice. Je vis comme je peux dans un pays malheureux, riche de son peuple et de sa jeunesse, provisoirement pauvre dans ses élites, lancé à la recherche d'un ordre et d'une renaissance à laquelle je crois. Mais si je vis dans ce pays et dans cette société, si je crois à la fois inévitable et juste de souffrir de son mal, ce n'est pas que je n'imagine pas une autre vie. Ce n'est pas que je me suffise de ce fantôme de liberté qui survit parmi nous entouré de maîtres de servitude. Sans liberté vraie et sans un certain honneur, je ne puis vivre. Et l'ayant reconnu une fois, ayant jugé que ces biens sont au-dessus de tout, il m'a semblé qu'ils devaient être assurés à tous et qu'en attendant que leur règne arrive, il fallait lutter sans trêve pour témoigner en leur faveur dans la mesure de nos forces. Voilà l'idée que je me fais de mon métier. Je ne sais pas si j'ai donné trop ou pas assez de signatures, si je suis prince ou balayeur, mais je sais que j'ai essayé de respecter mon métier, à défaut de pouvoir m'estimer moi-même naïvement. Et je sais aussi que j'ai essayé plus particulièrement de respecter les mots que j'écrivais, puisqu'à travers eux, je voulais respecter ceux qui pouvaient les lire et que je ne voulais pas tromper. Il a fallu le faire dans des luttes parfois épuisantes et dont, pour parler franchement,
je porte encore les traces en moi. Ces luttes sont inévitables, je les ai acceptées et je les accepterai. Mais je sais qu'elles risquent aussi de me dessécher, de me faire connaître des amertumes pour lesquelles je ne suis pas fait. Elles risquent en un mot de me rendre avare et de m'ôter cette grande force de joie et de vie sans laquelle un artiste n'est rien. Si j'ai échappé finalement à ce danger, et c'est là que je voulais en venir, c'est à certains d'entre vous que je le dois, même s'ils l'ignorent. Partant, je leur dois presque tout. Ces hommes sont de tous les partis et de toutes les patries. Ce sont mes amis de France qui savent que je ne puis pas parler d'eux publiquement. Ce sont mes amis d'Israël, de l'exemplaire Israël, qu'on veut détruire sous l'alibi commode de l'anticolonialisme, mais dont nous défendrons le droit de vivre, nous qui avons été témoins du massacre de ces millions de Juifs et qui trouvons juste et bon que leurs fils créent la patrie que nous n'avons pas su leur donner. Ce sont mes amis d'Amérique du Sud et particulièrement de la Colombie libre, enfin libre, grâce à des hommes dont l'action inlassable a porté ses fruits. Mais vous me permettrez de symboliser tous ces amis ce soir dans l'Espagne de l'exil. Amis espagnols, nous sommes en effet du même sang et j'ai envers votre patrie, sa littérature et son peuple, sa tradition, une dette qui ne s'éteindra pas. Mais j'ai envers vous une autre dette que vous ne connaissez pas et ne pouvez pas connaître. Dans la vie d'un écrivain de combat, il faut des sources chaleureuses pour venir combattre l'assombrissement et le dessèchement qu'on trouve dans la lutte. Vous êtes une de ces sources, et j'ai toujours trouvé sur mon chemin votre amitié active et généreuse. L'Espagne de l'exil m'a souvent montré de la gratitude, mais cette gratitude est disproportionnée. Les exilés espagnols se sont battus pendant des années, et puis ils ont accepté fièrement la douleur interminable de l'exil. Moi, j'ai seulement écrit qu'ils avaient raison, et pour cela seulement, j'ai reçu depuis des années, et ce soir encore dans les regards que je rencontre, la fidèle, la loyale amitié espagnole qui m'a aidé à vivre. Cette amitié-là, bien qu'elle soit en partie méritée, est la fierté de ma vie. Elle est à vrai dire la seule récompense que je puisse désirer. Et je voudrais vous remercier, vous et beaucoup d'autres en même temps, d'avoir si longtemps nourri en moi une faim que les hommes n'avouent pas facilement et que je n'ai pas besoin de nommer ce soir. Bravo. Voilà, c'est la fin de ce premier temps d'une semaine consacrée à Albert Camus dans les nouveaux chemins de la connaissance, une des 2 semaines que nous consacrerons à Albert Camus cette année, une semaine qui, comme je vous l'ai dit, consiste essentiellement dans la rediffusion des archives montées avec Marie-France Thivaud à l'occasion d'une grande traversée de la pensée d'Albert Camus, conçue à l'été 2006 et remontée pour les besoins de la cause par Bertrand Chometon avec Julien Douminc à la technique. Une semaine que vous pourrez évidemment réentendre et télécharger sur notre site internet à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance, où vous trouverez également toutes les indications bibliographiques nécessaires à la découverte ou la redécouverte de la pensée d'Albert Camus. Une semaine qui se prolonge demain mardi par une émission inédite sur Caligula, la pièce théorique la plus réussie peut-être d'Albert Camus, dont le philosophe Michel Herman viendra vous parler dans une conversation ponctuée par la lecture que Camus lui-même a faite de sa propre pièce. À l'issue de cette première partie des Chemins de la Connaissance, on retrouve tout de suite le Journal des Chemins avec Adèle Van Red. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël.
Et bonjour à tous, vous allez vite vous en apercevoir, ce mois de janvier 2010 est le mois de Freud. En effet, le 1er janvier qui suit le 70e anniversaire de la mort d'un auteur est le jour où ses écrits tombent dans le domaine public. Et depuis vendredi dernier donc, toutes les maisons d'édition peuvent publier Freud. Alors d'une édition à l'autre, les titres varient, les formats, les traductions et les appareils critiques changent, mais l'important est donc que désormais, Freud est accessible à toutes les mains et à tous les portefeuilles. Il y a énormément de choses à dire sur Freud, sur sa vie, son travail, son écriture, les traductions de ses œuvres en d'autres langues, et c'est pourquoi je recevrai cette semaine, chaque jour, un spécialiste de Freud qui viendra nous présenter un aspect du travail de Freud en lien avec une actualité éditoriale particulière. Pour commencer cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Paul-Laurent Assoun, psychanalyste et professeur à l'université Paris Diderot. Bonjour Paul-Laurent Assoun. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'une trentaine d'ouvrages, rien de moins, sur la psychanalyse et sur Freud en particulier. Et vous êtes surtout l'auteur d'un dictionnaire des œuvres psychanalytiques qui est déjà disponible aux éditions PUF. Alors Paul-Laurent Assoun, que pensez de ce qu'on appelle partout dans la presse, cette actualité Freud? Est-ce que le terme d'actualité est approprié? Est-ce qu'il est légitime pour parler de la pensée de Freud, ou est-ce que cette actualité n'est qu'éditoriale? Oui, Freud est mort donc en septembre 1939, donc nous commémorons sa disparition. Et évidemment, la question se pose de ce qui reste vivant chez Freud, n'est-ce pas? Alors notre constat à nous, c'est que Freud résiste, n'est-ce pas? Qu'il est résistant, qu'il est plus vif que mort. Je sais bien que Freud a beaucoup de détracteurs actifs, mais je me disais au fond, si ces détracteurs s'acharnent sur Freud, c'est qu'on ne s'acharne pas sur un cadavre. Ça veut bien dire qu'il y a une vie de l'œuvre de Freud et qui nourrit aussi ses propres détracteurs. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une œuvre reste vivante? La psychanalyse, c'est une avancée de savoir, peut-être de vérité, c'est un acte. Car l'épicentre, si je peux dire, la psychanalyse, c'est quand même un acte, faire une analyse, mais c'est aussi un texte, c'est une œuvre. Et il m'avait paru curieux qu'on ne prête pas plus d'attention aux écrits analytiques. Bien sûr, on cite beaucoup Freud et ses successeurs, mais on n'étudie pas spécifiquement la logique des œuvres analytiques. Et donc, d'où le projet, évidemment, de ce dictionnaire. C'est vrai, assez ambitieux, mais au fond, c'est une exigence tout à fait élémentaire, c'est-à-dire un dictionnaire des œuvres psychanalytiques, c'est-à-dire Freud et des post-freudiens, c'est-à-dire l'ensemble des mouvements, des textes souches de la psychanalyse, pour comprendre tout simplement comment un texte travaille dans son contenu, dans sa forme. C'est une forme de traduction, en quelque sorte, de la langue analytique. Donc ça veut dire que ce dictionnaire des œuvres psychanalytiques est à la fois un outil scolaire pour apprendre ce qu'est la psychanalyse, mais c'est également un objet de curiosité, de liberté, puisqu'on entre dans un dictionnaire en fonction d'une notion, en l'occurrence en fonction d'une œuvre, et on s'y promène, sans ordre établi, sans ordre imposé. Oui, alors bien sûr, le dictionnaire a la réputation d'être un ouvrage, au fond, pragmatique. On feuillette un dictionnaire quand on veut comprendre le sens, ce qui suppose qu'il y ait une relation fixe entre les mots et les choses. Ici, il s'agit d'un projet à la fois de recherche et aussi, il s'adresse aux chercheurs, c'est vrai, mais aussi à quiconque veut rentrer dans le texte analytique, parce que les gens sentent bien qu'il y a dans la psychanalyse quelque chose qui touche à leur propre vérité en tant que sujet, mais comment rentrer dans ce savoir ? Alors, au fond, le dictionnaire, c'est toujours un ouvrage fascinant. Au fond, les enfants gèrent leur curiosité, y compris leur curiosité sexuelle sans doute, en feuilletant un dictionnaire, en essayant d'y trouver quelques secrets. Et c'est pour ça que j'ai eu un grand plaisir à écrire ce dictionnaire. Alors, c'est vrai que je l'ai écrit seul, et j'ai beaucoup pensé à Littré, qui avait écrit, je me rappelle, ça me fascine un peu, dans mon adolescence, quelqu'un qui peut écrire un texte seul. Mais il s'agissait en fait d'utiliser un certain nombre de paramètres. C'est vrai, assez contraignant, il était assez difficile de déléguer, mais pour essayer, au fond, tous ces paramètres sont destinés à faire comprendre comment l'œuvre vit. Voilà, à faire comprendre comment l'œuvre vit et à donner à voir l'importance de ce que vous appelez, de ce qui s'appelle le texte analytique, apprendre à le lire pour réfléchir sur cette discipline. Oui. Or, justement, ce texte analytique, c'est précisément Freud qui est le fondateur de cette forme de texte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un texte analytique ? Qu'est-ce que c'est qu'un texte analytique ? Alors d'abord, c'est, si je peux dire, le procès-verbal d'un acte, d'une expérience clinique. Freud n'est pas philosophe, ce n'est pas un savant au sens traditionnel, c'est quelqu'un qui parle toujours depuis sa pratique clinique. Il ne s'autorise que de ce réel clinique. Mais en même temps, il y a dans la psychanalyse une avancée du côté de l'universel, du savoir de l'homme. Enfin, et de ce point de vue-là, Freud, on peut dire, n'est pas simplement un explorateur, un chercheur, c'est un auteur. C'est-à-dire qu'il a été obligé, certes avec son talent et son génie, mais aussi sous la pression de la chose analytique, il a été obligé de créer un texte original,
On pourrait presque dire qu'il a créé un genre littéraire spécifique. Alors, dans le dictionnaire, il s'agit de comprendre d'abord ce que c'est qu'un titre. Vous savez qu'on malmène parfois les titres. Si on raccourcit un titre, on le mutile. C'est comme si on décapitait quelqu'un, de modifier ou de tronquer un titre. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un dictionnaire qui part de ces signifiants que sont les titres. Et je m'efforce ensuite de comprendre la genèse du texte, comment Freud l'a écrit, par exemple. Freud et l'ensemble de ses successeurs, Mélanie Klein, Lacan, Winnicott, etc. Parce que la genèse d'une œuvre, c'est ce qui fait sa vie, le contexte, qu'est-ce qui s'est passé au moment précis, l'argumentation, la thèse, parce qu'on ne rentre pas dans un texte analytique comme dans un moulin, il faut comprendre au fond quelle est la structure de l'argumentation, les caractéristiques formelles, et d'ailleurs aussi la réception du texte, parce qu'il vit au-delà de lui-même. C'est là d'ailleurs que je mentionne les traductions des textes, parce que c'est quand même intéressant de voir à partir de quand un texte est disponible dans une autre langue que son texte, que sa langue source, puisque la traduction, c'est faire passer de la langue source à la langue cible. Donc est-ce que c'est ce qui se situe aussi à l'origine de votre projet en écrivant ce dictionnaire, que d'insister sur l'importance de la transmission du savoir analytique et sur le rôle que joue la traduction dans cette transmission? Oui, c'est presque le même mot, parce que la traduction, c'est bien un transfert, c'est un transfert et c'est une transmission. J'ai été intrigué par l'attitude de Freud, qui d'ailleurs n'est pas extraordinairement pointilleux pour la précision de la traduction de ses textes. Ce n'est pas quelqu'un qui regarde par-dessus l'épaule du traducteur pour savoir si on n'a pas trahi son texte. Et je me demandais, est-ce que Freud ne se dit pas qu'au fond, on peut trahir impunément un grand texte, enfin, en exagérant un peu. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, il y a quelque chose d'héroïque dans le grand texte qui fait qu'il résiste. Bien sûr, il est extrêmement important et les œuvres complètes de Freud s'attachent à un souci extrêmement précis de la lettre. Mais en même temps, il y a, je crois, un mouvement universel dans le savoir analytique. Alors, bien sûr, vous savez qu'on dit que toute traduction est une trahison. Mais en même temps, je dirais presque, ça doit passer. Enfin, comme on dit trivialement, ça passe ou ça casse. Et dès qu'on passe d'une langue à l'autre, on change de syntaxe, presque de mode de jouissance de chaque communauté linguistique. Mais le fait qu'il y ait un universel analytique fait que ce texte est traductible et par là même transmissible. Ça passe ou ça casse, en tout cas dans le cas de votre dictionnaire Paul-Laurent Assoun, c'est sûr que ça passe. Donc je rappelle que vous êtes l'auteur de ce dictionnaire thématique, historique et critique des œuvres psychanalytiques et je vous informe également que pour toutes ces questions de traduction et de transmission, je reçois mercredi Janine Altounian qui viendra nous parler de l'écriture de Freud. Merci beaucoup Paul-Laurent Assoun. On change d'actualité, on change de sujet brièvement pour vous parler d'un nouveau cycle de conférences organisé par la Maison de la Poésie en partenariat avec les Amis de l'Humanité. Ce samedi 9 janvier 2010 à 15h, on pourra entendre la conférence d'un nouveau cycle sur le thème de l'humanité autour d'un dialogue entre Jean Jaurès d'un côté et Jacques Derrida de l'autre. C'est Michel Deguy qui proposera cette conférence ce samedi 9 janvier donc à Paris, à la Maison de la Poésie, rue Saint-Martin, dans le 3e. Camus, Freud et l'Humanité, c'était le programme des Nouveaux Chemins de la Connaissance aujourd'hui. Retrouvez en ligne toutes les informations concernant nos invités, leurs livres et d'autres pistes de réflexion sur les sujets abordés sur le site des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Merci à Fabien Eliès qui était à la technique aujourd'hui et à Bertrand Chaumeton et Christine Robert qui ont réalisé cette émission.